tous. Le temps était remis au beau vers les 4 heures. L'empereur s'est promené dans le jardin. La température était des plus agréable. Chacun de nous s'est récrié sur ce que c'était une de nos belles soirées d'Europe. Nous n'avions encore rien prouvé de pareil depuis notre arrivée dans l'île. L'empereur fait monter la calèche et comme par diversion, il a voulu laisser là nos arbres à gomme, puis aller par le chemin qui conduit chez le grand maréchal et prendre la route qui contourne le bassin supérieur de notre vallée favorite et gagner, si c'était possible, le site appartenant à une demoiselle Maison, qui est sur le rivière opposé en face de Longwood. Arrivé chez Madame Bertrand, l'empereur l'a fait monter dans sa calèche où se trouvaient déjà Madame de Montelon et moi. Le reste suivait à cheval. Nous étions tous réunis à quelques pas de chez Madame Bertrand, au poste militaire même qui s'y trouve établi. Le terrain était fort à pic et très inégal. Les chevaux se sont refusés. Il a fallu descendre la barrière. C'est trouvé à peine suffisant pour la largeur de la voiture. Mais les soldats anglais sont accourus et de tout cœur l'ont en instant fait franchir à force des bras. Cependant, une fois dans le nouveau bassin, la promenade à pied était si agréable que l'empereur a voulu le continuer. Au bout de quelques temps, comme les jours baissaient, il a voulu que la calèche fût seule reconnaître le chemin jusqu'à la porte de Mademoiselle Mason, tandis que nous continuerions à marcher. La soirée était réellement des plus agréables. La nuit était venue, mais il faisait le plus beau clair de lune possible. Notre promenade pouvait réveiller le souvenir de celle autour de nos châteaux en Europe dans les belles soirées d'été. La calèche revenue, l'empereur n'a point voulu montrer encore. Il a envoyé attendre chez Madame Bertrand. Et quand il y a été rendu, il a voulu continuer encore à pied jusqu'à Longwood, où il est arrivé très fatigué. Il avait marché près de 6 milles, ce qui est beaucoup pour lui, qui n'a jamais marché à aucune époque de sa vie. 13 à 16. J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de saison à Sainte-Hélène. Ce sont seulement des vents de bon et de mauvais temps, fautes et régulières. Il a plu constamment. Nous n'avons pu sortir à peine que quelques instants. Il me serait difficile d'employer 4 mots à exprimer durant ces 4 jours. Aucune déviation quelconque de notre vie accoutumée. Et d'ici d'ailleurs, j'ai saisi l'occasion de prévenir une fois pour toutes que s'il se rencontre de temps à autre dans le cours de mon journal plusieurs jours réunis sous un même article, c'est que j'ai élégué une partie de ce que chacun d'eux me présentait. À quoi j'ai été conduit comme on devinera du reste par divers motifs. Parfois, les objets m'ont paru trop puérils, parfois, au contraire, ils m'ont semblé trop graves et demandant un temps plus éloigné ou bien encore ne présentant que des personnalités. Est-il dans mon caractère de les écarter soigneusement que si malgré cela, on en trouve quelques-unes, c'est que j'y aurais été forcément conduit par l'objet essentiel de mes récits, faire connaître le caractère de l'empereur, et même alors, et je peux me dire encore pour ma satisfaction intérieure que cette personnalité ne concernant guère que des caractères publics et ne mentionnant
que des choses déjà connues de beaucoup de monde. Du reste, je ne me suis nullement dissimulé que la tâche que j'ai entreprise pouvait me créer de grands inconvénients, mais je me suis cru un devoir sacré et je m'efforce de le remplir du mieux qu'il m'est possible. Advienne que pourra. 17. À 6 heures du matin, l'empereur est monté à cheval. Nous avons fait le tour du parc en commençant dans la direction de notre vallée et venons gagner le chemin qui conduit du camp chez le grand maréchal devant la porte de celui-ci s'est arrêté et mis en ligne pour nous laisser passer un groupe de 150 à 200 matelots du Northumberland qui chaque jour portant des planches et des pierres pour le service de Longwood ou du camp. L'empereur parlait aux officiers et sourit avec plaisir à nos anciens compagnons. Ils avaient l'air ravis de le voir. J'ai déjà dit que de temps à autre, nous recevions des papiers d'Europe que nous occupons diversement et maintenant, toujours à la fin, quelques tableaux vifs et animés de la part de l'empereur. Il trouvait aujourd'hui qu'en résumé, la France ne s'était point améliorée. Les Bourbons, répétait-il, n'avaient eux cette fois d'autre parti que celui de la sévérité. 4 mois étant déjà écoulés, les Alliés ayant répartis. On avait pris encore que des demi-mesures. L'affaire demeurait mal embarquée. Un gouvernement, disait-il, ne peut vivre que sans principe. Il est évident que celui-ci aurait dû oublier Maxime. Il fallait le faire franchement. Les chambres, surtout dans cette circonstance, seront fatales. Elles inspireront au roi une fausse confiance. Elles n'auront aucun poids sur la nation. Bientôt le roi n'aura plus aucun moyen de communication avec elle. Ce ne sera plus la même religion ni le même langage. Il ne sera personne qui ait le droit de tromper le peuple sur les absurdités qu'il plaira aux premières venues de lui d'habiter lorsqu'on voudra lui faire croire qu'on veut empoisonner les sources, faire sortir le territoire. L'empereur concluait qu'il y aura quelques exécutions juridiques et un extrême désir de réaction qu'elle sera assez forte pour hériter, pas assez pour soumettre. Quant à l'Europe, elle semblait à l'empereur aussi enflammée qu'elle n'avait jamais été. Elle avait anéanti la France, mais la résurrection de celle-ci pouvait venir un jour de l'explosion des peuples, que la politique des souverains de reste était plus propre à aliéner. Elle pouvait venir encore de la querelle prochaine des puissances entre elles, ce qui très probablement finirait par avoir lieu. Quant à notre affaire personnelle, elle ne pourrait s'améliorer que par entremise de l'Angleterre, et celle-ci ne pouvait nous devenir favorable que par quelque intérêt politique, quelque changement de ministre ou de souverain, ou bien encore par le sentiment de la gloire nationale excité par les torrents de l'opinion. Pour les intérêts politiques, il était des combinaisons qui pouvaient les abîmer. Les changements de personnes, il était dans les accroissant du temps enfin pour le sentiment de la gloire nationale, si facile à comprendre. Le ministère actuel avait méconnu un autre pouvait ne pas y être insensible. 18. L'empereur m'a fait appeler sur
les 10 heures, il venait de rentrer. On m'avait dit qu'il avait été à la chasse. Il m'a appris que non, qu'il avait été à cheval vers les 6 heures, mais qu'il n'avait pas voulu qu'on trouble les sommets de son excellence. Nous avons travaillé à l'anglais. Et déjeuner est venu. Il était détestable et je n'ai pu m'empêcher de le lui observer. Il me plaint de le faire si mauvais et me dit qu'il était vrai qu'il fallait avoir faim pour pouvoir le manger. Nous avons continué notre leçon jusqu'à vers 1 heure, quand la chaleur a commandé le repos. Sur les 5 heures, l'empereur a été promené au jardin et s'est mis à peindre. Le bonheur du particulier, honnête et aisé, jouissant paisible dans le fond de sa province des champs et de la maison qu'il a reçue de ses pères. Rien à surmonter n'était plus philosophique. Nous n'avons pu nous empêcher de sourire à une table si paisible, ce qui l'a fait pincer l'oreille de l'un de nous. Du reste, a-t-il continué, ce bonheur ne peut guère aujourd'hui se connaître en France, que par tradition, la Révolution a tout bouleversé. Elle a privé des anciens et les nouveaux sont encore neufs à cette jouissance. Ce que je viens de peindre n'existe plus. Est-il observé alors qu'être privé de sa chambre natale du jardin qu'on avait parcouru dans son enfance, n'avoir pas l'habitation paternelle, c'était n'avoir point de patrie. Quelqu'un a ajouté que perdre la demeure qu'on s'était écrié après le naufrage, la maison qu'on avait partagée avec sa femme, celle où l'on avait donné le jeu à ses enfants. C'était encore perdre sa seconde patrie. Que de monde on était là! Et quelle époque avait été la nôtre!